Kevin, tu parles moi. Tu parles moi. Pas capable, je suis assis là. Une larme qui tombe sur les joues, puis il dit, oh mon Dieu, il est encore vivant. Mais en subissant cet accident-là, j'ai rien que su 20 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, que la plupart de ma vie, j'ai vécu dans un état de post-traumatisme. Extrêmement nerveux, agiteux, parler tout le temps, toutes les circonstances qui mènent à que t'es pas bon, t'es tannant, on veut rien savoir. Fait que ça a commencé là, mais là, ça remplit. Mon père, c'est un enfant du Plessis. Fait que j'ai été un enfant battu. Au point que j'ai été fouetté avec une canne à pêche. Et tout genre d'histoires comme ça, que je prolongerai pas parce que ça va venir pénible puis trop dur pour mon public, on peut dire. Fait que, en disant ça, c'est que je restais dans un quartier anglophone italien. J'allais à l'école francophone, avec un nom comme Kevin. Mon père me dit, si je me bats à l'école, en arrivant à la maison, il va me battre. Bon. Je vais à l'école, vu que je parle pas français, puis mon nom c'est Kevin. Ben, je me faisais battre à l'école, puis je pouvais pas me défendre. En restant dans un quartier anglophone italien, you fucking Pepsi, puis je me faisais battre dans les rues, puis j'avais pas le droit de me défendre. Arrivé à la maison, énervé, vivre dans le post-traumatisme, ben, je faisais des affaires à la maison, puis je me faisais battre par mon père. Fait que, à chaque quart de pouce que j'ai vécu, il fallait que je me défende sans me battre. Pas facile. Très difficile même. Fait que là, on avance un peu, on va à l'école secondaire. Là, mon père dit, si je viens à la maison battu, il va me battre. Fait qu'il est temps que je me défende. Ah, ben là, les mains libres, ben, je me battais à l'école secondaire. Puis je me faisais mettre dehors de l'école, en retenue. C'est pas mieux, d'un côté ou de l'autre. Mais pendant mon enfance, j'ai pas eu gros enfance, on va dire, gros plaisir. Parce qu'à l'âge de 12 ans, j'étais obligé de travailler pour mon père tous les jours après l'école, tout l'été. Ça veut dire, les vacances d'été que les jeunes avaient à 12 ans, moi j'avais 2 semaines, puis il fallait que je passe ça dans le nord avec mon père. Et c'était pas le fun. Fait que, tu sais, il faut grandir vite dans la vie. C'est pas facile. Je peux pas changer le passé. Comme M. Rivet expliquait tout à l'heure, y a-t-il quelqu'un qui sait que ça veut dire APM? C'est une attitude positive mentale. Lui, il l'a dit dans d'autres termes. Ça, c'est le terme que j'utilise. Et de savoir que, à place de me battre, il faut que je me pousse. Avec tout le négatif, il faut que je trouve un positif. Il fait jour, il fait soir. Un est opposé à l'autre, mais ça prend les deux pour vivre. Fait qu'avec un négatif, il y a tout un positif. Vous vous sentiez peut-être aujourd'hui tout dans une position négative. Mais, comme M. Rivet expliquait tantôt, c'est regarder le côté positif de la vie. Y a-t-il quelqu'un qui a entendu quelque chose de positif sortir de moi? C'est-tu positif vivre une enfance de même? Parce que le positif, ça vient toujours de la partie dure. Parce que lorsqu'on sait se remettre de situations difficiles, c'est très positif. Ah oui, c'est pas fini. J'en ai d'autres. La facilité. Quand c'est facile, il y a un piège au bout. Toujours. S'il y a quelque chose qui est trop facile dans la vie, il y a un piège. Vous allez vous faire piéger si vous allez prendre cette facilité, prendre le chemin d'être facile. Il n'y a rien de facile. On gagne notre espoir, on gagne notre confiance par soi-même. Personne ne va te la donner, personne ne va te l'apprendre. Moi, j'ai toujours voulu être vendeur. C'est pas parce que j'étais un bon vendeur, puis Eric, il dit, je fais une bonne job. Parce que c'est une job.
Je fais ça parce que j'aime le faire. C'est con. Vous aimez tout faire quelque chose? Ben, allez-y. Ben, moi, ça commence, j'avais une grande gueule, j'avais 5 ans. Je restais à retenue. J'avais une grande gueule à l'école secondaire. Je me faisais taper. J'avais une grande gueule quand j'ai commencé à travailler, tout le monde riait de moi. Mais j'ai encore une grande gueule aujourd'hui. Mais je suis bien payé pour m'en servir. Fait que quand on est bon à quelque chose, ayez pas peur d'avancer avec. C'est pas parce que vous êtes bon à quelque chose, quelqu'un d'autre dit c'est pas bon, ça veut rien dire ça. Parce que tout le monde est bon à qu'est-ce qu'ils font. Fait que là, on va avancer un peu. Là, j'étais rendu dans l'industrie de la fourrure. Je pactais des boîtes. Je balayais le plancher. Je voulais être vendeur. On ne me laissait pas avancer, on riait de moi. Bon, mais à un moment donné, j'ai lâché l'industrie de la fourrure pour un an et demi à peu près. J'ai suivi des cours à Société Sondec pour la vente. J'ai sorti de là premier de classe. J'étais gêné d'être premier de classe. Parce que j'ai jamais été premier de classe de ma vie. Je voulais même pas être en classe. J'ai fait Nadine Media, j'étais à Hamilton pendant 5 semaines. Et j'ai sorti de premier de classe encore. Mais je voulais pas rester en Ontario. Je reviens au Québec, je rapproche mon ancien employeur dans la fourrure. Je retourne pacter des boîtes, faire du shipping, balayer des planchers. Puis là, je l'ai harcelé. Tu ne me donnes pas le job de vente, je m'en vais. Fait que j'ai commencé à vendre. Mais l'industrie de la fourrure a commencé à descendre. OK. Là, je vais voir mon employeur, je dis, écoute, il faudrait qu'on aille aux États-Unis. Il faudrait qu'on fasse ci. Chaque fois que je demandais à mon employeur de faire quelque chose, ça augmentait. Mais, aucune reconnaissance. Jamais j'ai un tape dans le dos, Kevin, t'as fait une bonne job. Que je vendais 1 million de dollars par jour, c'était jamais assez bon. Fait que, quand on a ouvert les États-Unis, la compagnie était rendue à peu près à 1,5 million de ventes, qui n'était pas suffisamment pour garder une manufacture de fourrure ouverte au centre-ville de Montréal. Ça prenait pas mal plus que ça. Fait qu'en dedans de 6 ans, je l'ai monté à 10 millions de dollars de vente. Aucune reconnaissance. Je suis marié, avec 2 enfants à la maison. J'étais jamais assez bon. J'ai adopté 2 enfants, j'étais jamais assez bon. Bon, ben là, j'ai quitté ma femme, je suis devenu célibataire. Puis là, je me suis aventuré aux États-Unis avec une grosse compagnie de fourrure, Mink Mart. J'ai mon salaire a shooté d'une shot, mon boy. C'était beau à voir. Fait que là, arrivé à ce point-là, l'industrie de la fourrure a chuté encore, mais drastiquement, parce que tout est rendu en Chine. Fait qu'il n'y a pas besoin de représentants ici. Les marchands de fourrure allaient directement en Chine acheter puis importer ici. Fait que je décide de lâcher, travailler, point. J'ai subi le divorce avec ça, qui m'a coûté très cher. Le peu d'argent qui me restait, j'ai décidé de me construire une maison en campagne, de 2 étages. Mais avant d'arriver là, j'ai eu un autre accident à 40 ans, où un char a frappé mon écolaire sur le côté. Et j'ai volé dans les airs avec mon écolaire. J'ai atterri à 50 pieds de l'impact sur le windshield. En volant des airs, je ne voulais pas mourir. J'enlève ma ceinture, je me prends après le steering, je me couche parallèle, puis là, tu vois ici m'arriver. Paf! La fenêtre du chauffeur est ouverte à peu près, je reste peut-être 12 pouces, du côté du passager, il tape là. Je sors dehors, en mettant mes mains dans le vide, puis en me tirant vers l'extérieur. Wow! La police m'a dit, « Monsieur, avez-vous votre ceinture? » Je dis, « Oui, mais pas pendant que je volais. » Et il dit, « Comment ça, pendant que tu volais? »
Ben, tu vas-tu me donner une étiquette pour voler sa ceinture? Il dit, ben, explique-moi donc, mais regarde, j'avais ma ceinture, quand il m'a frappé, je me suis détaché, puis je me suis tenu après le steering, je me suis couché parallèle pour ne pas me faire écraser. Sans ça, je pense pas que je serais en train de te parler aujourd'hui, je serais mort. Ah, c'est correct. Fait que là, comme je vous dis, j'avançais, c'est à New York. Là, je suis divorcé, ça a coûté les yeux de la tête, mais il me restait encore assez d'argent, puis il me restait mon terrain dans le nord. J'ai bâti une maison de 2 étages à Léguin. J'ai pas travaillé pendant 3 ans. Fait que j'avais assez d'argent pour survivre, puis construire ma maison. Mais en faisant ça, j'ai été voir la compagnie d'assurance pour assurer ma maison. Ils m'ont refusé. J'ai dit, pourquoi? Monsieur Huet, votre maison, elle avance toujours de valeur. Vous n'avez pas de compagnie, vous n'êtes pas enregistré, mais si ça, on peut juste vous assurer dès que la maison a 75% construite. Là, on va vous assurer une assurance de 100 000, puis l'année d'après, si vous voulez le monter, dépendant de combien de travaux vous allez faire. Mais, tout le premier étage, que ça est fini, faux septique, blablabla, blablabla. OK. Il reste 2 semaines avant que je pose la fosse septique, la toilette et le lavabo. Moment crise de cœur. À Montréal, ou un moment. Pas drôle, il reste 15% de son cœur, ben à 9 mois à vivre. OK. L'année d'après, je retourne à Montréal, parce que j'étais resté là-bas. Je retourne une autre fois, un autre voyage. Aller voir ma mère qui avait une crise de cœur, puis elle était retournée à l'hôpital. Pas sûr si c'était pour vivre une autre semaine ou 2.